Les suspicions de l'opinion publique semblent être justifiées. La répartition des postes ministériels serait au centre des réunions à huis clos organisées ces derniers temps. Les ministères clés suscitent la convoitise des partis proches du régime. Sur les 36 ministères, 10 seraient destinés à la mouvance Ravalmanan. La région de Menabé a été ravagée à 70% par le cyclone Shedza. Rien que pour cette région, le nombre des sinistrés s'élève à 20 000 d'après les informations reçues sur place. Le Bureau national de gestion de risques et de catastrophes, BNGRC, est suspecté de masquer les statistiques. Boko Haram a lancé hier dans l'extrême nord du Cameroun un nouveau raid meurtrier, enlevant une soixantaine de personnes alors que l'armée tchadienne se déploie dans cette zone afin de stopper les attaques du groupe islamiste nigérian. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal sur Cool TV. Les suspicions de l'opinion publique semblent être justifiées. La répartition des postes ministériels serait au centre des réunions à huis clos organisées ces derniers temps. Les ministères clés suscitent la convoitise des partis proches du régime. Sur les 36 ministères, 10 seraient destinés à la mouvance Ravalmanan. Les tractations sont actuellement en cours. Ermihina Labari. L'alliance du régime Razon Armapian et de Marc Ravalmanan est confirmée. 10 ministères sur les 36 prévus seront destinés à la mouvance de l'ancien chef d'État. Le locataire d'Ambutsuruach a également passé un deal avec l'amiral. Le Premier ministre Jean Ravel Nariv est un poulain de Didier Ratsirak. La mouvance Ratsirak réclame également 4 ministères. L'alliance d'Ambutfuna n'a émis aucune réaction quant à la proposition d'un ministère. Par le biais de Mamrakoutoir Felu, la mouvance Ravalmanan souligne que les négociations ne sont pas encore au stade de la répartition des fauteuils. Rappelons que l'Elmapar a déjà déposé une requête auprès du Conseil d'État. Son issue n'est pas encore connue. La formation du nouveau gouvernement n'attendra pas le verdict du Conseil. Cette décision est une douche froide pour l'Elmapar. Se référant à la situation actuelle, le régime est confiant. C'est comme s'il prévoit déjà que la requête du MAPAR auprès du Conseil d'État est vouée à l'échec. Le dépôt de la requête auprès de la Haute Cour constitutionnelle est annulé à la dernière minute. Les forces vives politiques de leur côté réclament des ministères. 140 nouvelles communes seront créées et la commune d'Adananarive sera constituée de 6 arrondissements. Et ces décisions ont été prises lors du travaux de commission de l'Assemblée nationale. La proposition sur les communes à statut particulier a passé devant la commission ce jour. Elle sera adoptée en séance plénière mercredi. Reportage. 140 nouvelles communes ajouteront aux 1549 existantes. La proposition de loi portant sur la création de nouvelles communes ont été adoptées au Parlement ce jour. Sur les 500 demandes de création de nouvelles communes, 70 ont été accordées par le ministère. Le nombre a été révisé à 140 suite aux travaux de commission de la semaine dernière. La répartition des nouvelles communes dans le territoire national est en cours. D'après Riftina Jean Bosco, président de commission, 2 nouvelles communes par district sont prévues. Les parlementaires ont finalement trouvé un consensus sur les communes à statut particulier. Certains se sont rétractés sur l'idée d'intégrer quelques communes rurales dans la commune urbaine d'Antananarivo. Antananarivo reste composé de 6 arrondissements. Des amendements ont été apportés sur la modalité d'élection du super-maire d'Antananarivo. L'élection se fera par suffrage universel et non par les grands électeurs, comme il a été stipulé dans la proposition de loi. L'intention du gouvernement d'élargir la commune d'Antananarivo a capoté, rappelant que l'adoption de la proposition de loi sur les communes à statut particulier est la principale raison de la convocation des députés en session extraordinaire. Cette proposition de loi sera adoptée en séance plénière mercredi prochain.
Sur le plan économique, cette fois-ci, la relance économique n'est pas au rendez-vous d'après le communiqué du Fonds monétaire international ou FMI. Même si le taux d'inflation était maintenu à moins de 7% l'année dernière, la réalité est autrement. Avec la hausse des impôts appliqués au secteur privé, l'État a appliqué une politique non conforme à la relance économique d'après les économistes. Lili Rabiata. Le taux de perception fiscale atteint 11% en 2014 par rapport aux prévisions. Ce taux est prévu grimper jusqu'à 13,3% cette année, d'après les prévisions du Plan national de développement intérimaire. Cet objectif relève d'une tâche de longue haleine en raison de la précarité des moyens déployés par le ministère des Finances pour le recouvrement. Le budget alloué aux collectivités territoriales décentralisées pose également un problème. Ce taux n'est que de 1%, alors qu'il devrait se situer autour de 40%. L'économiste Ugra Johnson propose l'élargissement de l'assiette fiscale afin d'augmenter le taux de perception fiscale. En 12 mois, la politique de l'État n'a rien apporté. Dans un communiqué, le Fonds monétaire international tire la sonnette d'alarme. La situation actuelle marquée par l'insécurité et l'instabilité politique rendent les investisseurs étrangers de plus en plus réticents. Les économistes, eux, estiment que la politique de relance économique est ambiguë. Pour 2015, l'État prévoit la hausse du PIB à 5%, mis à part la stabilité du taux d'inflation à 7%. La conjoncture économique actuelle ne tend pas vers la réalisation de ces objectifs. Avec l'imminente application de la vérité de prix, le prix à la pompe des carburants frôlera les 4 milliards. L'élargissement de l'assiette fiscale est de ce fait une option afin de renflouer la caisse de l'État. La région de Ménabé a été ravagée à 70% par le cyclone Cheda. Rien que pour cette région, le nombre des sinistrés s'élève à 20 000 d'après les informations reçues sur place. Le Bureau national de gestion de risques et de catastrophes, BNGRC, est suspecté de masquer les statistiques. D'après ces données, le cyclone n'a fait que 6 000 sinistrés dans la région de Ménabé. Diamound donc serait le nom du prochain cyclone. Michel Aranardon. En 4 jours, le cyclone Chesta a laissé de grosses séquelles dans le pays. Plus de 103 000 sinistrés sont enregistrés. Dans la région de Ménabé, 111 habitations étaient détruites et 300 hectares de zones agricoles sont ravagés par les pluies diluviennes. 70% de la région est sinistrée au passage de Chesta. D'après le BNGRC, il a fait 6 589 sinistrés dans la région. Les statistiques ne reflètent pas la réalité sur place. Selon des témoins, des responsables auraient reçu des instructions pour masquer les données statistiques. Un journaliste de Mourndave affirme que le nombre des sinistrés s'élève à 20 000 dans la région de Ménabé. 3 Fouquetins sont très touchés sur le plan économique. Le prix des denrées alimentaires a explosé. Le kilo du riz s'achète à 3 milliards en moyenne. Dans la région d'Analamang, le bilan provisoire fait état de 40 244 sinistrés et 4 morts. Ces personnes sont provisoirement hébergées au gymnase couvert de Mahamasn et à l'ANS à Péflou. Le cyclone a détruit 2322 habitations, 661 d'entre elles sont localisées à Tananarivo. Après Chesta, la météorologie prévoit le passage d'un cyclone plus intense dénommé Diamound. Un tombeau situé en plein centre-ville à Mbouimianj a été pillé samedi. 70 corps ont disparu. Les pilleurs ont profité du mauvais temps pour perpétrer le forfait. Ce tombeau date de 1900. La reine Ranaval l'a destiné aux descendants de grands guerriers Rabib et Ravloul. Seuls les os longs du bras et des fémurs intéressent les profanateurs, mais cette fois-ci, aucun crâne n'a été trouvé sur les lieux. Face à la prolifération donc du pillage des tombeaux, la population lance un appel afin que la sécurité soit renforcée dans les sites où sont localisés les caveaux historiques tels que la tombe de Reignard. Rappelons que le dernier pillage des tombeaux date du 29 décembre de l'année dernière. 2 sépultures situées à Mboumelal ont été profanées.
On va partir à Majunga. La population vit dans l'obscurité depuis une semaine. D'après la Jirama, les coupures d'électricité sont dues à la précarité des machines. La situation donc risque de causer des foyers de tension. Le délestage est programmé entre 17h et 23h. La population lance un appel à l'État de voir de près la situation. Voilà, on passe aux actualités internationales. Il s'agit du plus grand rapt attribué à Boko Haram au début du conflit. Hier, au moins 60 personnes, dont de nombreux enfants, ont été enlevées dans la région de l'extrême nord du Cameroun lors d'un raid attribué aux islamistes nigérians. Au moins 3 personnes ont été tuées pendant cette attaque. Aux dernières nouvelles, une vingtaine de personnes auraient été libérées. Malgré cela, la secte Boko Haram continue de faire couler le sang. France 24. L'attentat porte une nouvelle fois la marque de Boko Haram. L'explosion d'une voiture piégée. Un mois de janvier meurtrier ici à Potiskum, capitale économique de l'état de Yobe au Nigeria. Après un marché et un poste de police, cette fois c'est une gare routière qui a été visée. Un nouveau carnage à une heure de pointe et une police locale impuissante. Ici, des rescapés sont emmenés vers l'hôpital le plus proche. Les plus chanceux souffrent de blessures superficielles, mais d'autres ont eu moins de chance. J'étais avec mes amis juste à côté de la gare routière, quand le kamikaze a fait exploser sa bombe dans sa voiture. La plupart de mes amis ont été brûlés à mort. Un attentat non revendiqué, mais ces derniers temps, Boko Haram a intensifié ses attaques au nord-est du Nigeria, mais aussi désormais au Cameroun voisin. Dimanche, dans la région de Mokolo, après avoir tué, pillé et incendié 2 villages, les combattants islamistes sont repartis avec plus d'une 60aine de personnes, une première au Cameroun. Mais face à Boko Haram, il y aura bientôt ces blindés, ces soldats lourdement armés. L'espoir pour le Nigeria et le Cameroun est venu ces dernières 24 heures du Tchad voisin. 400 véhicules militaires appuyés par des hélicoptères. Des troupes actuellement stationnées à Maltam, à 200 km de Mokolo. Le commandement militaire tchadien a indiqué que le convoi allait faire route vers l'ennemi dès ce lundi. Au Yémen, des affrontements ont éclaté tôt ce lundi matin. Le convoi du Premier ministre a essuyé des tirs. Khaled Baha est sain et sauf et il accuse les miliciens houtistes d'être à l'origine de cette tentative de meurtre. Depuis leur entrée dans la capitale, Sanaa, en septembre dernier, ces miliciens chiites ne cessent d'étendre leur influence et cherchent à s'accaparer le pouvoir. C'est toujours un reportage de France 24. Il est 7h30 ce lundi matin lorsque des coups de feu retentissent autour du palais présidentiel et aussi dans le quartier Al-Sabine où se trouve la résidence du président. Selon des témoins contactés par France 24, depuis, les tirs sont constants. La guerre a commencé et je pense que l'avantage est aux Houthis malheureusement maintenant. En effet, des tirs ont éclaté entre combattants Houthis du groupe chiite Ansar Allah et des membres de la garde présidentielle. Ce groupe est entré dans la capitale en septembre dernier, a contraint le gouvernement à la démission et contrôle désormais une grande partie du Yémen. Sur ces images, on peut voir que les combattants houthis ont investi toutes les rues autour du palais. Et selon un tweet de la ministre de l'Information yéménite, certains médias seraient tombés. La télévision nationale n'est plus sous contrôle de l'État ni l'agence de presse Saba. Les Houthis ont pris le pouvoir et refusent de diffuser les communiqués de l'État. En tant que ministre de l'Information, je retire toute légitimité à ces médias. Toujours selon cette ministre, les miliciens chiites auraient également tiré sur le convoi du Premier ministre. Une information relayée par ce témoin. Il traversait le centre-ville quand il s'est retrouvé au milieu d'un échange de tirs. Ce n'est pas clair s'il a juste essuyé des tirs ou s'il était vraiment la cible. La tension est montée d'un cran à Sanaa samedi, depuis l'enlèvement d'Ahmed Awad Ben Moubarak, le chef du cabinet du président. Un acte revendiqué par les miliciens houtistes. Et c'est le moment du rappel des grands points développés dans ce journal. Les suspicions de l'opinion publique semblent être justifiées. La répartition des postes ministériels serait au centre des réunions à huis clos organisées ces derniers temps.
La relance économique aussi n'est pas au rendez-vous. D'après le communiqué du Fonds monétaire international ou FMI, même si le taux d'inflation était maintenu à moins de 7% l'année dernière, aujourd'hui, la réalité est autrement. Et enfin, la région de Menabe a été ravagée à 70% par le cyclone Sheiza. Diamounj serait le prochain nom du cyclone. Pour revoir ce journal dans son intégralité, je vous invite vivement à aller sur notre site tv.cool.mg. Mais voilà, après ce journal, vous allez suivre la série Perception ainsi que 2 films que je vais vous laisser apprécier après. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain à partir de 20h45, toujours sur Cool TV. Excellente soirée à tous. À demain.